Eh ben, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci à vous de nous retrouver une fois de plus au Bateau Livre. Ce soir, je reçois Fanny Chiarello. Je pense qu'on ne te présente plus depuis que tu écris. Tu es une habituée du Bateau Livre. Oui. Je pense qu'on a parlé à peu près de tous tes romans ici. On en est très contents. Et je pense que donc la plupart des gens ce soir te connaissent déjà un petit peu. On va parler donc ce soir quand même de quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas encore, le Tombeau de Pamela Sauvage, qui vient de sortir aux éditions La Contre-Allée. Alors pour moi, rien que le titre, c'est tout un programme. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Quel était le projet littéraire du roman? Le projet s'est construit en plusieurs temps. D'abord, il y avait la volonté de vraiment rompre avec ce que je faisais auparavant, et en particulier avec les deux derniers romans, parce qu'ils avaient quelques points communs. Notamment, c'était des romans qui se passaient au début du XXe siècle, avec des histoires de femmes et un fond d'opéra. Donc j'ai été un petit peu cataloguée dans quelque chose qui ne me ressemblait pas tout à fait. Et j'ai eu envie de vraiment marquer le coup en faisant quelque chose de beaucoup plus expérimental et de très différent et de très contemporain, voire même un peu dans le futur. Je pense qu'on ne pouvait pas rompre plus que je ne l'ai fait. Et j'avais aussi envie de travailler avec La Contre-Allée. Et je savais que c'était un projet qu'ils accepteraient potentiellement si je le faisais bien. Visiblement, tu l'as bien fait puisqu'ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Est-ce que je vous propose de commencer par un premier extrait. Extrait pour la lecture, on va recevoir aussi Patrick Varette qui va nous accompagner puisque, comme vous allez voir, la lecture est en deux étapes. Pamela Sauvage lit. La plupart des gens savaient lire et, encouragés par les autorités, le faisaient au grand jour. Pamela Sauvage lit chaque jour la rubrique nécrologique du journal. Il existait ce que l'on appelait des supports physiques, éléments matériels sur lesquels des données pouvaient être stockées par des méthodes physiques. Ces documents avaient chacun leur mode d'inscription, de conservation, de consultation et de diffusion. Le journal était un support physique spécifique destiné à diffuser quotidiennement des nouvelles du monde. Chaque journal avait un titre propre et employait des salariés dont le métier consistait à traiter l'information brute en l'analysant dans son contexte. Le journal que lit Pamela Sauvage a pour particularité de relayer les menues actualités de la région. La réfection d'un collège peut y faire l'objet d'un article, même s'il s'est déroulé sans incident, attentat ou incendie, en plus des actualités nationales et mondiales. Pamela Sauvage lit chaque jour la rubrique nécrologique du journal régional, au cas où la Terre quitterait son axe, au cas où un autre de son âge quitterait les lieux, un autre locataire de ce monde dont les nouveaux vivants sont les copropriétaires. De fait, nos trisaïeuls ont rasé le monde pour en faire un terrain constructible ou bâtir du neuf selon des critères qui n'existaient pas du temps de Pamela Sauvage. Si le nouvel urbanisme conçoit des sites aussi neutres et indifférenciés que possible, le parc des constructions humaines autrefois hétéroclites et visuellement chargées semblait dépourvu de plan global. L'on employait le terme d'architecture pour désigner la construction et l'aménagement des édifices qui subordonnaient souvent l'aspect fonctionnel à des considérations d'ordre esthétique, car l'architecture était considérée comme l'un des arts. Les arts regroupaient des formes d'expression non pragmatiques dont le but était de questionner leur propre rouage et finalité. Ils consistaient plus concrètement à la production d'objets qui n'avaient d'autre fonction que de flatter les goûts de certains publics à des fins commerciales. Au cas où la mort frapperait juste à côté d'elle, où il s'avérerait que la mort est assise à sa table et hume les effluves de sa chicorée, penchée par-dessus son bras sur la rubrique nécrologique. Au cas où elle y découvrirait son propre nom et tressaillirait la main de la mort posée sur son épaule sans qu'elle s'en fût encore aperçue. Et un jour,
se produit ce miracle ordinaire par lequel advient ce que l'on attend depuis toujours. Et le nom de Pamela Sauvage, à son tour, est imprimé dans la rubrique nécrologique du journal. L'encre fraîche, pas encore tout à fait bue par le papier poreux. Le papier journal était en effet un mélange de pâte à papier d'aspect opaque, granuleux et grisâtre, qui servait à de multiples autres usages dans les milieux populaires, notamment à emballer des objets fragiles, à nettoyer sommairement les surfaces vitrées ou encore à essuyer les parties intimes après l'évacuation de déjections corporelles. L'encre fraîche, pas encore tout à fait bue par le papier poreux, s'efface sous le doigt qui désigne le nom, tandis que l'on dit « Ça alors, Pamela Sauvage est décédée ». Comme si la mort était une surprise constamment renouvelée, comme s'il s'agissait d'une épidémie dont on espérerait chaque fois que sa dernière victime en date fût aussi sa dernière victime au monde. Mais toujours elle revient et l'on dit « Ça alors, Pamela Sauvage ». Ce signe s'appelait point d'exclamation et de fait mimait le cri, selon les contextes, cri de stupeur, de joie, de colère, d'indignation, etc. Ça alors, Pamela Sauvage, qui l'eût cru? Car on ne l'imagine pas morte quand on la salue dans la rue, car on n'imagine pas ceux que l'on côtoie en proie à la rigidité cadavérique, privés de leur système sensoriel et de leur processus cognitif. On n'imagine pas ce corps dont nous serrons la main ou frôlons les joues de nos joues avec un bruit de succion. Deux gestuels longtemps et massivement employés dans certains pays pour saluer ses connaissances proches ou lointaines. Ce rituel n'avait rien d'universel et de nombreux pays le considéraient déjà comme contraire aux règles élémentaires de l'hygiène. On n'imagine pas ce corps dont nous serrons la main ou frôlons les joues de nos joues avec un bruit de succion se décomposer dans la terre. Autre aberration en matière d'hygiène publique, beaucoup plus répandue que la précédente. Pendant des siècles, on a enterré les morts dans des lieux dits cimetières, spécifiquement réservés à cette pratique. En France, on habillait et maquillait le corps des défunts, puis on les étendait dans des coffres en bois fermé, dits cercueils, que l'on descendait dans des trous creusés à une profondeur comprise entre 1,50 m et 2,80 m, qui étaient ensuite rebouchés. Se décomposer dans la terre ou brûler dans un four. La plupart du temps, on ne le fait pas. La maison, Il existait des logements individuels semblables aux résidences aujourd'hui réservées aux grands patrons. Le monde comptait alors 7 milliards d'habitants pour presque 17 aujourd'hui. Certains États versaient des allocations aux familles afin d'encourager la natalité. La densité de la population était encore très faible, de sorte qu'il n'était pas scandaleux de voir un couple se partager une maison de 90 mètres carrés, voire plus. La plupart des pays comportaient encore un grand nombre de zones rurales et les tensions locatives étaient majoritairement localisées dans les grandes agglomérations et les zones périurbaines où sévissait déjà un déficit de logement. la maison de Pamela Sauvage donne à ceux qui la vident un insoluble cafard. Ils trouvent dans le salon 529 cassettes VHS. À l'époque de Pamela Sauvage, la cassette VHS, soit une bande magnétique d'1 demi-pouce sur laquelle étaient enregistrés des signaux vidéo, était déjà un support physique obsolète. Ils trouvent dans le salon 529 cassettes VHS sur des étagères en pin. Certains meubles étaient fabriqués en bois d'arbre. Et sur la table basse, un livre. Support physique constitué de pages en papier de divers natures et grammages selon les ouvrages, contenant le plus souvent des textes ou des images. Un livre intitulé 1000 films qu'il faut avoir vus avant de mourir. À la page de Titanic, Film extrêmement populaire à sa sortie, il utilisait des effets spéciaux considérés comme spectaculaires à l'époque du cinéma en 2 dimensions. à la page de Titanic est glissé le crayon de bois dont Pamela Sauvage se sert pour annoter l'index des titres. Devant chaque film qu'elle voit, elle écrit « Vu », soit 23 des 1000 films répertoriés comme devant être vus avant de mourir, comme nous l'apprend un relevé rapide. Pamela Sauvage ne remplit donc sur Terre que 2,3% de sa mission cinéphile. Une enquête plus poussée nous apprend que seuls 3 d'entre eux figurent dans sa vidéothèque. Il est donc permis d'affirmer que Pamela Sauvage pourrait s'abstenir de visionner et de stocker 526 cassettes VHS pour se concentrer sur la quintessence de la production cinématographique mondiale. Les particularismes régionaux étaient très sensibles dans les productions audiovisuelles. Celles-ci étaient d'ailleurs projetées dans leur langue ou dialecte d'origine, tandis que la traduction des dialogues, inscriptions et voix off défilaient au bas de l'écran. Le spectateur, par une gymnastique intellectuelle que l'on imagine malaisée,
devait les lire en même temps qu'il regardait l'image. Pour se concentrer sur la quintessence de la production cinématographique mondiale, telle que définie par Jean-Bertrand Coursier, auteur de l'Obsite. Mais c'est trop tard maintenant. Raté, Pamela Sauvage. Merci beaucoup. Merci Patrick. Ça rend vraiment très bien. C'est la première fois que je l'entends à deux voix. Là, on a répété. Ouais. C'est vraiment chouette. Alors, on voit, on parle de gymnastique d'ailleurs à la fin du texte. On voit que la lecture à voix haute comme seule demande une certaine gymnastique. Est-ce que pour toi, la forme avec ces notes en bas de page, donc, t'es venue à l'idée tout de suite quand tu as commencé à travailler sur le texte? Alors, tout le projet m'est venu en un semi-marathon, ce qui est quand même assez rapide. D'abord, je me suis dit que j'avais envie d'écrire quelque chose d'un peu poétique. Donc la forme du corps du texte, on en parle rarement, mais est un petit peu écrite en vers libre. Ça raconte chaque fois des histoires un peu comme celle-ci, assez anodines, des vies sans relief, dont les points culminants sont toujours signalés par le nombre 23, mais on y viendra peut-être plus tard. Et donc ça, je le savais déjà. Et puis je me suis dit, mais bon, quel éditeur et quel lecteur vont s'intéresser à ce genre de choses? Moi, j'aime bien tout ce qui parle de rien, vraiment du quotidien, de rien du tout. Et donc m'est venue l'idée que ça pourrait être fascinant pour quelqu'un qui vient d'une autre époque. La notion de tombeau est venue très très vite. J'ai pensé, contrairement à ce qu'on me demande parfois, j'ai pas forcément pensé à la forme du tombeau littéraire, mais plutôt au tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Et j'avais cette envie à la base pour chaque histoire que j'allais raconter, d'imaginer vraiment le tombeau avec ce qu'on dépose dedans, comme on le faisait dès l'Antiquité, c'est-à-dire que on mettait des corbeilles de fruits ou je sais pas, enfin, votre petit objet préféré dans votre tombeau. Et là, je me demandais ce que chacun de mes personnages allait emporter avec lui. Et je crois donc que dès le départ, en fait, quand il y a l'idée de ce texte, tu te dis tout de suite que ce ne sera pas avec l'Olivier et plutôt avec la Contre-Allée. Qu'est-ce que ça représente pour un auteur aussi de savoir qu'on va changer d'éditeur, qu'on a envie de travailler une forme différente avec... C'était un désir déjà depuis longtemps, mais j'avais envie de travailler avec la Contre-Allée parce que j'aime leur catalogue, parce que aussi ce sont des amis. Et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir écrire qui puisse leur plaire. Et j'avais vraiment envie d'aborder un thème qui a déjà été abordé par un de leurs très très bons livres, celui d'Isabelle Alba, qui est la véritable histoire de Mathias Brann, où on voit que la lecture est un outil de subversion. C'est pourquoi j'ai créé un monde futur où le livre n'existe plus, et où en substance le commentateur et tous les gens qui apprennent à lire sont des résistants, des pirates. Alors tu as nettement changé dans la forme. En même temps, il y a quand même une continuité, je dirais, mais finalement avec le travail peut-être des plus anciens. On n'est plus avec Carlotta, en effet, on n'est plus dans son propre rôle, mais il y a quand même de l'esprit de Push the Push Button, de L'éternité n'est pas si longue. Tu as toujours ce goût pour... qu'est-ce qui se passerait si le monde allait dans une direction ou une autre, etc. C'est oui, quand même quelque chose que... J'ai un certain goût des cataclysmes et des fins du monde en général. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux points communs entre ce livre et celui qui paraîtra à l'Olivier, parce que pour répondre un petit peu à ta question à contretemps, je n'ai pas quitté l'Olivier. Donc j'ai un roman qui paraît en septembre qui s'appellera Le Zeppelin, qui est... comme le tombeau de Pamela Sauvage, un faux roman polyphonique. Faux dans la mesure où ces personnages n'ont pas de voix très affirmée. Et que chaque fois, c'est de l'anti-narration. Et l'autre point commun, c'est un événement qui bouleverse tout, en gros. Une espèce de petite fin du monde. Tu en parlais tout à l'heure, donc deux nombres importants dans la jeunesse du livre. Donc il y a le nombre 23, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. Et puis il y a aussi la théorie des 6 degrés de séparation. Le livre repose un peu sur ces deux nombres.
Donc je ne sais pas si tu voulais commencer par le 23, puisque tu en as parlé brièvement. Oui, alors ce qui est très drôle aussi, c'est que ça, c'est pas mon choix, mais Tombeau de Pamela Sauvage est sorti officiellement le 23 février. C'était vraiment super. Bah, oui, oui. C'est génial. Et donc 23 m'est venu très rapidement. Alors j'ai une passion depuis toujours pour les nombres premiers. Et 23 a toujours été mon préféré, mais pas forcément pour des raisons très très intellectuelles. Cela dit, 23, c'est un nombre qui est considéré par un certain nombre d'illuminés, je ne devrais peut-être pas dire ça, il y a peut-être des gens qui croient à la numérologie ici, comme étant un nombre un peu magique qui symbolise un bouleversement ou une désintégration. Et là, il est question de tout ça. Donc ça me semblait très bien. Bon, je ne l'ai pas appris en m'intéressant à la numérologie, mais tout simplement parce qu'en 2007, il y a eu un album de Blonde Redhead qui s'appelait 23 et qui a été un gros choc pour moi. Et j'ai appris ça en me renseignant sur la raison de leur choix. Et je me suis dit que c'était bien et que j'allais me servir de ce nombre pour chaque fois que le personnage est un basculement de sa vie ou chaque fois qu'il rencontre l'élément qu'il voudra emporter avec lui dans l'au-delà, quel qu'il soit, même si c'est le néant, ce nombre apparaîtra là. Donc ça peut être, c'est que des bricoles, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on pose dans le tombeau avec le défunt. Et ça peut être quelque chose de matériel ou quelque chose de parfaitement immatériel. Par exemple, dans un des textes, c'est un agent immobilier qui a été marqué par l'observation de quelqu'un qui prenait un brunch à Berlin en terrasse et qui, tous les 23 secondes, remettait sa mèche derrière ses lunettes. Et ça l'a fasciné, il a voulu ressembler à cette personne, il a voulu avoir sa désinvolture et son attitude très conquérante dans la vie. Et donc, ça aura été pour lui le moment crucial. Bon, et tout ça est évidemment très, très ironique, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que, enfin je pense que vous l'avez peut-être ressenti dans la première lecture, c'est quand même fait pour faire rire aussi. Oui, ça, il y a vraiment beaucoup d'humour. Et c'est vrai que c'est marrant parce que les notes de bas de page sont souvent des choses assez rébarbatives, des fois redondantes ou des fois très très explicatives. Merci. Et là, eh ben non, mais là justement, on n'est pas du tout dans ça. C'est ce que je t'ai dit en plus la première fois qu'on s'est vu à propos du livre, puisque justement là, elles font partie intégrante. C'est-à-dire, on ne pourrait pas lire juste le texte en haut ou juste les notes, évidemment, mais ça se complète vraiment sans jamais se répéter, et puis ça apporte en effet cette petite touche d'ironie, le regard extrêmement critique qu'on peut avoir du coup, que tu as sur notre société, mais également finalement, moi ce que je trouve assez fort, sur leur société à eux, c'est-à-dire la société qu'on risque peut-être un jour de devenir, qui a aussi ses défauts et qui critique les nôtres, etc. Donc en fait, moi ce que je trouvais vraiment excellent, c'est que sans nous raconter un monde comme il va devenir, rien que par les notes, on a une vision assez précise de ce monde. Précise, pas forcément. Justement, je voulais esquisser seulement ce monde. Montrer ce qu'il a perdu des acquis qu'on a aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Le commentateur trouve aberrant qu'on laisse des handicapés vivre dans notre société actuelle. Que la sécurité sociale existe, c'est hallucinant. La solidarité, aider des gens qui sont malades, mais non, mais il faut les piquer. En gros, non, on comprend un petit peu en creux que la société future est quand même assez inquiétante, et en même temps, ça montre aussi tout ce qui est en germe dans notre société qui peut être catastrophique. Tombeau de Pamela Sauvage, c'est aussi le tombeau d'une civilisation. Tu dis ça avec le sourire. C'était une espèce de clin d'œil, il y a quelqu'un qui est par là. Bon, je ne sais pas comment je continue après ça. Si, du coup, le 6 degrés de séparation. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Parce que souvent on en parle et finalement on ne sait pas trop si c'est une vraie théorie, si c'est une théorie un peu loufoque. Est-ce que toi tu as... Alors, je me suis un petit peu renseignée sur cette théorie, mais je l'ai découverte à travers un film que j'avais beaucoup aimé, mais que j'ai vu il y a très longtemps et que j'ai jamais retrouvé, où Will Smith
joue le rôle il se fait passer pour le fils de Sidney Poitier. Et il réussit à se faire une place dans la haute société en jouant des 6 degrés de séparation qui lui permettront d'arriver à un certain niveau. J'ai vu ça, j'habitais encore chez papa-maman, donc ça fait un moment. Et depuis, j'ai juste essayé de trouver des infos. Il y en a un petit peu partout, mais surtout, apparemment, des réseaux sociaux seraient fondés sur cette théorie. Et il y a encore aujourd'hui des universités complètes qui travaillent sur ce sujet pour essayer d'invalider ou de confirmer cette théorie selon laquelle entre 2 personnes au monde, il y aurait au plus 6 degrés de séparation. J'aime beaucoup cette idée, je la trouve fascinante. Naturellement, les réseaux sociaux ont rendu ça extrêmement banal et pas du tout magique, mais à l'époque où quand j'essayais par exemple d'envoyer des scénarios aux États-Unis, c'est pas parce que j'ai pas trouvé les adresses que ça n'a pas fonctionné. C'est une autre question. On n'en parlera pas. Mais je me rappelle même pas comment je faisais pour trouver le numéro de téléphone d'une productrice indépendante féministe à Los Angeles. Mais j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est facile. Mais à l'époque, tout ça, quand j'ai connu les 6 degrés de séparation, c'était vraiment, c'était la clé de tout, quoi. C'était vraiment, j'avais l'impression que le monde s'ouvrait à moi quand j'ai appris que ça existait. Bon, j'ai jamais réussi à l'utiliser de manière très convaincante, mais ça va, on s'en tire bien quand même. Y a, du coup, ce qu'on n'a pas dit, est-ce que j'ai le droit de le dire? Du coup, tu utilises cette théorie aussi parce que chaque personnage, y compris Pamela Sauvage, est lui-même un personnage, une note de bas de page. Alors une note qui va prendre le chapitre entier suivant, mais tous ont un petit numéro et donc ils sont intégrés dans la continuité des numéros des notes de bas de page. Là par exemple, vous voyez, quand j'ai lu la production cinématographique mondiale, enfin la quintessence de la production cinématographique mondiale telle que définie par Jean-Bertrand Coursier, là on a la note 14 qui nous emmène au chapitre suivant, qui commence par Jean-Bertrand Coursier souffre de 3 complexes physiques. Bon, et chaque personnage est donc une note en bas de page du précédent. Et le dernier personnage renvoie à Pamela Sauvage. Donc c'est une espèce de tout petit monde de 23 personnages qui n'arrive à rien, quoi. Mais c'est marrant quand même. Bah moi, je trouve que les 23 portraits, en fait, ils sont beaucoup moins futiles que ce que tu voudrais nous faire croire quand tu dis que tu veux écrire sur rien. Pour moi, en fait, déjà, ils représentent pas mal de catégories, des catégories des fois socio-professionnelles ou des types de personnes, des gens qu'on côtoie souvent au quotidien. Et finalement, par le biais de ces 23 portraits, qui à mon avis sont pas du tout choisis au hasard, ça te permet d'aborder aussi plein de sujets dans notre civilisation et de les commenter ou de les critiquer ou au contraire de les valoriser. Oui, c'est vrai. En fait, je suis un petit peu lâche et donc j'ai jamais osé aborder certains sujets politiques ou sociaux de manière frontale. Donc j'essaye toujours de contourner un petit peu, c'est subtil et donc c'est pas toujours très compris. J'avais envie de donner un petit peu un coup de poing dans ce merdier qui est notre civilisation. Et comme d'habitude, je me sers de la littérature jeunesse pour le faire parce que ça permet d'aborder des grands sujets, que ce soit la misère sociale ou le suicide, enfin des grands sujets, les aborder avec la distance de l'humour, parce que j'écris des romans pour ados plutôt amusants. Donc c'est des comédies. Et là, je me suis dit qu'avec ce dispositif, je pouvais me permettre, sans trop avoir l'air de prendre position, d'aborder des thèmes qui me semblent essentiels, parmi lesquels des choses comme la transphobie, des choses comme l'écologie, beaucoup de choses en fait, c'est vrai. Ça m'a permis d'aborder pas mal de thèmes. Donc il y a le thème de l'hygiène, moi, que je trouve toujours assez épatant. Ça c'est vraiment, c'est le running gag, c'est le running gag des notes en bas de page. C'est que visiblement, vous avez entendu ça un petit peu dans la première lecture, pour le monde futur, du moins celui qui est à l'ouest, parce qu'après, le monde futur est divisé entre un monde hyper aseptisé d'une part, à l'ouest, hein, on regarde les bons vieux clivages, et à l'est, c'est plutôt... pour vous donner une idée, moi j'imaginais ça comme New York 1997. Une espèce de dépotoir géant avec la loi de la jungle et les gens qui mangent les rats, quoi.
Et donc, à l'Ouest, ils considèrent que notre civilisation était extrêmement crade. Donc, dans beaucoup de notes en bas de page, cette pratique n'était pas du tout hygiénique, mais ça avait l'air très répandu, et je m'en amuse un peu à tout point de vue. Tu as pris un énorme soin, je trouve, à nommer ces 23 personnes, enfin 22 du coup, puisque il y en a un qui n'est pas nommé, mais à nommer 22 personnages. C'est pas toujours, mais là on sent qu'il y a à chaque fois derrière le nom, enfin déjà, bon, Pamela Sauvage, mais... 21, parce que quand même il y a 2 Sandrine Poteau. C'est vrai. Mais tu les as nommés 2 fois quand même, il fallait le choisir. Oui, effectivement, j'aime toujours travailler le nomastique. Pour moi, c'est très important que mes personnages aient des noms choisis, sont généralement des références culturelles. Là, j'ai plus travaillé sur le sens des mots et leur assemblage. Pamela Sauvage, c'est assez évident. C'est la sauvagerie brisée par la culture télévisuelle. Pamela, je pensais à Dallas. Et ça aussi, ça m'est venu tout de suite le jour où j'ai décidé d'écrire ça. Mais oui, par exemple, il y a deux noms qui sont quasiment, à mes yeux, en tout cas, des synonymes. Angelina Feccia et Andrea Basura. Feccia et Basura, respectivement en italien et en espagnol, ça veut dire raclure. et les 2 femmes ont un peu le même genre de boulot, c'est-à-dire qu'elles sont là pour espionner les autres. Il y en a une dont le métier consiste à être une cliente mystère ou fantôme ? Mystère, hein. Mystère. J'oublie tout le temps parce que ça me semble tellement bizarre ce concept. Et donc ça existe. Les gens vont dans des magasins, ils ont un budget, ils font leurs achats. Et le but, c'est de dire s'ils ont été bien reçus. Et donc l'autre, donc celle qui a un nom espagnol, un boulot un petit peu similaire, quoiqu'il soit beaucoup mieux payé, qui consiste à aller faire du shopping ailleurs pour renseigner sa marque sur ce qui se fait ailleurs. Et donc ça m'a amusé que ce soit des synonymes. Donc il y a 2 Sandrine Poteau et il y a deux faux anges raclures en fait. Je me suis toujours amusée comme ça avec les noms. Il y en a un qui m'amuse beaucoup, qui n'a pas à être traduit, c'est le rôle de l'écrivain, c'est Romain Chapon. Littéralement. Ouais. Les notes, en fait, donc, comme je disais, elles sont écrites par un ou un groupe, une personne ou un groupe dans le futur. Moi, je me demandais, alors tu dis que finalement, on a une vision peut-être pas si précise. Est-ce que toi, tu avais quand même écrit ce monde futur ? Est-ce que tu l'avais donné tout un tas de règles pour après que ça t'aide dans l'écriture des notes ? Ou est-ce que ça te venait au fur et à mesure où tu disais, qu'est-ce qu'on penserait de ce mot-là, de cette chose-là, de cette idée-là ? Ça venait au fur et à mesure. D'ailleurs, ça a été une écriture un peu particulière, parce que c'était à la fois la plus contraignante que j'ai eue jusqu'à présent, parce que je ne pouvais pas laisser passer certains mots, et en même temps la plus ludique, parce que parfois je me disais « Oh non, ce mot-là, est-ce que j'emploie vraiment ça ? Je vais être obligée de l'expliquer », puis finalement je prenais plaisir à le faire. Et donc c'était vraiment au fur et à mesure, et ça me permettait de dessiner comme si je le découvrais en même temps que le lecteur, ce monde futur qui n'est vraiment qu'esquissé. On devine un petit peu quel genre de monde c'est, mais bon, à part ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la dichotomie Est-Ouest, il n'y a pas grand-chose qui soit extrêmement posé. Et alors, je voudrais revenir sur juste une chose, puisqu'on parle du commentateur futur. On a employé sur la 4e de coup le mot philologue. Moi, je trouve ça bien qu'on l'ait employé parce que ça permet au lecteur qui m'a pas entendu parler pendant 1 heure au bateau-livre, quand il est face au bouquin, de comprendre un peu la teneur des notes en bas de page. Mais par ailleurs, je tiens à préciser que dans ce monde futur, il n'y a pas de philologue. Il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas d'ethnologue, il n'y a pas de science. La science, elle est uniquement dédiée à préserver la santé des puissants. Mais sinon, c'est vraiment l'obscurantisme. C'est un retour complet à l'obscurantisme. Le livre étant un objet interdit, forcément, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'est un commentateur et c'est un résistant. C'est comme ça que je voulais qu'il soit perçu. Mais je trouve quand même intéressant en lisant la 4e de coup, on se dise « Ah oui, d'accord, les notes en bas de page, c'est pour apporter un regard sur notre monde, à nous, aujourd'hui. »
Les notes, il y en a 400 précisément. Et moi, il y a eu un moment où plus je lisais et plus je me disais, mais je pourrais m'arrêter à chaque mot et écrire une note à chaque mot. Enfin, pas moi je pourrais pas, mais je me suis demandé, quand tu les as écrits, comment tu as fait pour pas te dire à chaque mot, est-ce que je dois expliquer celui-là? Est-ce que je pourrais pas trouver une vision intéressante? Comment tu as réussi finalement à te limiter aussi, à pas faire des notes tout le temps, partout? Alors, j'ai essayé de vraiment jauger ça. Est-ce que ce mot-là, il est vraiment nécessaire de le définir ou pas? C'était aussi un choix. Ça veut dire que si ce mot-là, je ne l'ai pas défini, il fait référence à quelque chose dans le monde futur. Après, à contrario, il y a des mots que le philologue ou le commentateur n'arrive pas à définir. Par exemple, le bar à ongles, il dit on n'a pas trouvé de, on n'a jamais compris ce que c'était, quoi. On n'a pas trouvé d'autres indices pour dire ce que c'était qu'un bar à ongles. Par exemple, le mot humour est ça, c'est très, très drôle. ce qui permet aussi d'éviter d'avoir à écrire plein de notes en expliquant l'humour qu'il peut y avoir dans telle ou telle expression. Et puis, il y avait aussi le fait qu'à un moment, on ne peut pas toujours mettre des notes en bas de page, parce que là, vous voyez, par exemple, c'est moitié-moitié. La place. Et parfois, c'est même plus. Il y a des choses qui font peur quand même dans ta vision du monde futur. Oui, oui. Je ne suis pas une optimiste. Notamment la disparition de la lecture. Tu m'inquiètes beaucoup. Oui, mais c'est donner la lecture, c'est donner un pouvoir, on va dire, au peuple, puisque là, on a vraiment une opposition très, très évidente entre la plèbe et les très, très, très puissants. Et je pense que c'est un peu la pente qui est en train de prendre notre monde. Et donc, tout ce qu'ils ont développé dans ce monde futur, apparemment, c'est des nouvelles technologies. En gros, Internet, eux, ils font... c'est ridicule, quoi. C'est vraiment complètement basique. Mais pour le reste... Pour le reste, donc on peut le dire, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus vraiment de différents genres de musique. Alors, le truc cool, c'est qu'il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de voitures, mais enfin si, il y a encore les voitures, mais elles servent plutôt d'abri. Parce que il n'y a plus de place, en fait. Il y a une surpopulation... excusez-moi, elle est quand même en germe. Hein. J'invente rien. Je projette. Et ce qui est assez fort, tu dis que ces gens, là, les 23 portraits, c'est des gens, rien, il se passe rien dans leur vie, etc. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord, en fait, parce que je trouve ça... À chaque fois, tu as réussi à trouver une espèce d'essence, de résumer toute leur vie en un ou deux moments vraiment essentiels. En 5 pages, finalement, on se demande si on peut pas être tous résumés comme ça, en 3-4 lignes. Ça fait un peu peur, mais c'est vrai qu'une vie, c'est ce que dit l'un des personnages qui est un présentateur d'émissions télé idiotes. On imagine un truc du genre La Roue de la Fortune. Et qui reçoit une lettre. C'est un téléspectateur qui dit que sa mère est au dernier stade d'Alzheimer et qu'elle ne réagit plus qu'à la voix de ce présentateur. Et il lui explique en 3 lignes la vie de sa mère. Et il est atterré de voir qu'on peut résumer une vie en 3 lignes. Il se demande si vraiment la sienne, même s'il est un présentateur hyper connu, peut être résumée en plus de 3 lignes, parce que c'est pas comme si les titres des émissions qu'il a présentées étaient hyper mémorables. Même sa famille en a honte. Et c'est un peu l'idée, en fait. C'est lui qui dans le livre, est là pour exprimer ça, le fait que, oui, une vie, soit on développe et on va voir tout ce qu'il peut y avoir de fragile et d'intime, soit si on s'arrête aux grandes lignes, comme je pense la société actuelle nous encourage à le faire, on fait tous un peu peine. Hein, et je suis désolée, Madonna comme tout le monde. Pourquoi elle? Je connais pas trop les nouvelles stars, alors je parle de vieilles stars. Et dernière petite chose avant de lire le dernier extrait, je tenais à dire aussi que ce
qui pourrait être un petit peu faire peur. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est un peu exercice de style, etc. Et je voulais vraiment redire qu'on s'amuse follement, c'est vraiment très humoristique. Et surtout, ce qui est vraiment réussi, c'est que c'est pas du tout mécanique. En fait, les enchaînements sont toujours naturels, on a toujours des surprises, des gens qu'on n'attend pas, des ponts, justement, là, donc ces connexions des 6 degrés à chaque fois, etc. Enfin, du coup, c'est 23 degrés, mais en fait, c'est vraiment, je trouve, alors que ça soit la recherche du nombre 23, puisque comme moi, vous allez sûrement vous amuser à chercher dans chaque chapitre le nombre 23, comment il est utilisé, à chaque fois, c'est nouveau et c'est chouette. Et les enchaînements aussi, en fait, tout d'un coup, il y a une personne qui arrive, on se dit, mais comment elle a eu l'idée de ça? C'est fluide, c'est... Voilà. On est toujours surpris, Ça a l'air bien. On s'amuse beaucoup. Voilà. Je vous propose de lire un dernier extrait, puis après de proposer au public s'il y a des questions. Donc on va vous lire le seul extrait avec un narrateur. Donc c'est là le nom c'est Je. Je suis née dans le parking souterrain d'une résidence moderne. La résidence moderne était a priori ce qui ressemblait le plus à nos logements actuels. Le même genre de parking que l'on trouve sous les centres commerciaux et les aéroports. Je le sais. Je sais pas mal de choses. Plus de choses que la plupart des maîtres, quoi qu'ils en pensent, et même s'ils me prennent pour moins qu'un chien. Il n'empêche que je peux me jouer à la note près l'introduction à la contrebasse de Better Get It In Your Soul. Morceau de jazz écrit en 1959 par Charles Mingus, contrebassiste et compositeur américain, qui a également écrit ses mémoires sous le titre de Moins qu'un chien. D'ailleurs, je me considère plutôt comme un chat. Je m'entends bien avec les chats. Ils n'ont pas peur de moi, un petit bâtard noir et blanc, un chien de gouttière. Je ne bave pas, je ne laisse pas pendre ma langue, je ne saute sur personne. L'hiver, je ne mets pas de manteau en laine, je ne suis pas coprophage et je garde pour moi mes flatulences. J'ose me prévaloir d'une certaine délicatesse féline. Je sais beaucoup de choses et il en est également un grand nombre dont j'ai l'intuition. Je tiens l'intuition pour une forme supérieure du savoir. Et pour une malédiction, car il m'arrive de courir jusqu'à l'épuisement de mes forces, tant il me paraît évident que les bâtiments qui m'entourent exploseront un jour. Dans combien 100, 200 ans? Je l'ignore, mais je peux déjà le voir. Ce jour-là, tout le monde comprendra que si nos maîtres étaient d'une autre essence que la nôtre, ils n'auraient pas besoin de gardes rapprochés, ni ne nous infligeraient de muselières. Ils seraient par balles, insubmersibles, incombustibles, ils n'auraient pas de pelade au sommet du crâne et ne risqueraient pas leur vie en mangeant un bretzel. Sans doute une allusion à un président américain, George W. Bush, qui avait failli s'étouffer en mangeant un bretzel au début de son premier mandat. Ce jour-là, plus personne ne fera semblant de croire à la possibilité d'une justice, ni à la légitimité de ceux qui s'en proclament les garants. Agglomérats d'individus qui finiront eux-mêmes par admettre que leur justice prétendument immanente est seulement un manifeste de leur détestation et de leur désir commun. Jusqu'à la scission, après laquelle ils se feront exploser les uns les autres, sans pour autant cesser d'emprisonner ou de supprimer par des moyens tranchants ou contondants ceux qui n'ont jamais partagé leur détestation ni leur désir, mais sans plus se fabriquer de légitimité. Ils n'en éprouveront plus le besoin. Ils s'apercevront qu'ils n'ont jamais eu besoin d'alibi, de même qu'avant de se consacrer à leur loi, ils n'avaient pas besoin de l'herbe qu'ils fumaient. Ils se sentiront libres et décomplexés. Les libres orchestrateurs d'un feu d'artifice. Spectacle légal malgré les nuisances sonores et atmosphériques qu'il présentait, il consistait à faire exploser des fusées en gerbes multicolores dans le ciel à la nuit tombée. Les accidents n'étaient pas aussi nombreux que l'on pourrait le craindre. Les libres orchestrateurs d'un feu d'artifice universel. Et nous irons d'un point à un autre sur nos pieds et nos coussinets, par les rues surpeuplées qui n'admettront plus d'autres véhicules, nous attendons à ce que d'une seconde à l'autre, une déflagration souffle l'immeuble qui se dressera auprès de nous et que tombe sur nos boîtes crâniennes une pluie de fragments irisés, de demi-jambes. Contrairement à ce que nous indiquions précédemment, il s'agit bien ici de jambes mutilées. Et que tombe sur nos boîtes crâniennes une pluie de fragments irisés, de demi-jambes et de chaises à roulettes démembrées, de sorte que soigner son cholestérol, même un dysfonctionnement aussi facile à soigner que l'excès de cholestérol, semblait à l'époque insurmontable. De sorte que soigner son cholestérol paraîtra un peu ridicule et que l'on sourira de l'oncle qui continuera de le faire par un réflexe d'ordre génétique, car les bombes se moquent bien des précautions que prennent les impies pour faire durer leur misérable tas d'os et de chair. Je suis née dans un parking souterrain et les maîtres s'esclavent et prennent des photos quand je me lève sous un meuble comme un chat. Ils disent « Ouh !»
Ils disent « Tu es bien caché, on ne te voit pas !» Ils disent « Oh, mais quel idiot !» Et de nouveau, j'entrevois le jour où il n'y aura plus de meubles sous lequel me soustraire à leurs commentaires, le moindre de mes poils bannis des résidences aseptisées. Je serai revenu à la nature. Je serai de la pourriture à l'ouest et de la nourriture pour la plèbe à l'est, de l'autre côté des grilles, la plèbe qui s'entassera dans les rues et mangera les rats. L'auteur du texte ne revendique pas pour rien son étonnante intuition, puisqu'on le retrouve dans ses anticipations certains aspects de notre organisation sociale. Traquer dans un monde bipolaire sans grève possible, ou courir comme le commande ma morphologie, ni arbre ni clairière, un monde fonctionnel où rien pourtant ne servira plus à rien. Tout cela, je le pressens. Je fais une dépression. Maladie très répandue qui se caractérisait par une perte d'énergie mentale, par une forme de découragement et de morosité. Paradoxalement, il semblerait que l'époque manquait de résistance à la douleur morale, alors même qu'une prise en charge épouvantable de la douleur physique aurait pu endurcir ceux-là même qui étaient sujets aux deux. En effet, les descriptions de cette pathologie qui sont parvenues jusqu'à nous évoquent ni plus ni moins que les comportements les plus caractéristiques de notre époque, à cette différence qu'il est question de tristesse et d'affect, notion très floue. Pendant 23 jours, je m'alimente à peine, boude les friandises que l'on m'apporte sous le canapé dans le vain espoir de m'arracher à ma torpeur. Au parc, je ne cours pas, mais avance péniblement avec un lourd déhanché, la tête basse. Si je ne la lève plus jamais, aurais-je encore des visions apocalyptiques? Je puise un profond réconfort dans la prostration. Pour finir, j'urine sur mon propre coussin. Je ne regarde pas les maîtres quand ils s'exclament. Je ne lève plus jamais la tête. Je n'en ai plus la force et j'ai peur de ce que je pourrais voir. À l'évidence, je me laisse mourir. Mes maîtres, qui jamais ne m'ont offert d'os en plastique, m'emmènent consulter un psychologue animalier. Malgré son retard dans l'étude des maladies physiologiques, la science s'intéressait à tout ce qui relevait du psychique, étudiant les comportements et les processus mentaux. La psychologie appliquait également ses méthodes aux animaux. Nous ne savons pas de quelle manière, puisque les séances proposées aux clients consistaient à le faire parler. Mais je ne lui raconte rien. Je ne suis ni prophète. Personnage qui était censé interpréter le dessein et la volonté des dieux et les annoncer au monde. Je ne suis ni prophète ni psychotique. Les psychoses pouvaient ne jamais être diagnostiquées car les contrôles n'étaient pas systématiques. Quand elles l'étaient, l'on maintenait les sujets en vie, quoique dans un état végétatif obtenu par voie chimique. Je ne suis ni prophète ni psychotique, comme on le penserait si je décrivais les visions dont je suis assaillie. Je sais qu'elles ne sont rien d'autre, des visions, mais je sens qu'elles concernent l'avenir, car je devine la pente du monde, comme d'autres anticipent les tendances boursières. Peu se soucient du monde que nous laisserons aux générations futures. Quant à moi, je ne sais pas pourquoi j'y suis si viscéralement sensible. C'est comme si je me promenais sur un petit chemin plein d'odeurs organiques et animales, mais qui mènerait à une immense usine chimique, et quand elle se profilerait à l'horizon, je m'apercevrai que je ne peux ni la contourner, ni revenir en arrière. Juste ralentir le pas, regarder sur les côtés au lieu de regarder devant moi, puis, découvrant les premiers déchets industriels dans les herbes sauvages, regarder mes pattes. Jusqu'à ce que, voyant les premiers déchets chimiques défiler sous moi, je m'immobilise et ferme les yeux, tâchant de me rappeler le visage d'Olive. Merci beaucoup. Ouais, bravo. Ouais. Si on avait un peu le temps, on pourrait lire tout le livre comme ça, non? Juste un petit truc, c'est que on a fait allusion aux demi-jambes. Donc il y a une note qui renvoie aux demi-jambes, mais c'est parce qu'au tout début, la note, c'est la note -1. En gros, c'est une citation de Pamela Sauvage qui dit « Qu'adviendra-t-il des contenus dans un monde sans contenant ?» et ensuite, le commentaire, c'est « Ainsi s'interroge oralement, tandis qu'une esthéticienne lui épile les demi-jambes, la jeune Pamela Sauvage. » Donc, épiler fait l'objet d'une note, demi-jambes aussi, et demi-jambes, c'est « Il ne s'agissait pas de jambes mutilées, l'expression désignait les mollets, quoique par ailleurs, le mot mollet exista déjà. » Donc, sinon, ça peut paraître un peu bizarre, cette histoire de demi-jambes. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit de te poser ma question bonus sur pourquoi c'est un chien qui a le droit de parler à la première personne du singulier et pourquoi pas les autres? Alors, je veux me fâcher avec personne. Mais il y a des moments où je me demande si les animaux n'ont pas un peu plus de bon sens que nous. Et je veux aussi préciser autre chose. C'est que ce n'est pas uniquement le personnage qui dit « je », c'est aussi le personnage qui s'est
parler à un autre temps que le présent. Je me suis donné comme consigne de n'écrire toute la partie principale, pas les notes en bas de page, uniquement au présent, y compris quand ça posait quelques petits problèmes sur le plan grammatical. Je voulais que le seul personnage qui soit capable de mémoire et de projection, ce soit le chien. Bon, c'est vrai que globalement, j'ai été un peu déçue par l'espèce humaine. Mais il y a des gens bien. On n'est pas bien là. On a fait une bonne sélection là quand même. Ah ouais. Est-ce que parmi donc, ces gens si bien qui sont venus nous écouter ce soir, il y a des personnes qui ont des questions à poser à Fanny? Ce sont des gens bien, ils ne veulent pas t'embêter. Est-ce que vous avez écrit les notes d'un bloc après l'histoire? Ou est-ce que ça a été vraiment au fur et à mesure? Ça dépendait des chapitres. Chaque chapitre a été écrit dans ma tête pendant que je courais. Donc c'est 23 semi-marathons. Et chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais le texte en tête. Naturellement, après, j'ai fait plein de modifications. Mais la plupart du temps, j'avais le texte principal et ensuite, je réfléchissais à ce qui pouvait ou pas donner lieu à des notes en bas de page. Mais c'est arrivé aussi que je rentre avec un texte pas tout à fait formé et que je sois presque menée par l'envie d'écrire une note sur le sujet qui approfondirait soit mon envie de dénoncer quelque chose, soit d'attirer l'attention sur un sujet. Voilà. C'était vraiment, ça dépendait des courses. La principale question, c'est plus une remarque par rapport aux notes de bas de page, par rapport à... C'était pas la seule personne qui m'avait dit, bon, ça me semble peut-être un petit peu difficile, peut-être un peu difficile, mais bon, je sais pas trop comment lire ce livre, et entre le texte et les notes de bas de page. Et moi, quand j'ai ouvert le livre, au bout les 2 premières pages, j'arrêtais pas de faire l'aller-retour. Après, je me suis dit, bon, je vais faire comme j'ai envie. Et de temps en temps, je lisais après juste les notes de bas de page. De temps en temps, je faisais l'inverse. Et ce qu'il y a de bien avec ce roman, c'est qu'il offre une très très grande liberté. Il n'est pas du tout enfermant, malgré un dispositif qui peut sembler très formel. Au contraire, c'est vraiment... faites comme chez vous, faites comme vous voulez. Ça offre plusieurs clés. Ça offre plusieurs clés. Et je pense que c'est un roman qu'on peut lire un peu dans tous les sens. C'est pour moi très... Comment dire? J'ai senti que c'était un texte plein de liberté, vraiment un espace de liberté total. Et c'est vrai aussi, oui. C'est vrai. Ouais. C'est un vrai espace de liberté. Et c'est pas étonnant parce que toutes ces contraintes qu'elle s'est posées dans l'écriture, que Fanny s'est posée dans l'écriture, elle parle à sa place. Je t'en prie, il y a une chaise disponible. Viens t'asseoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de contraintes en littérature et d'espace de liberté que ça offre, là, ça prend tout son sens, quoi. Et c'est impressionnant. Et une autre chose, il y a plus vrai. Et là, c'est complètement personnel, subjectif et tout. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Mais quand j'ai fini de le lire, j'ai pensé à David Lynch. Et ça ne déplaît pas, hein. à ce qu'il disait de certains de ses films, notamment Mulholland Drive, où il disait, mais chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Voilà, il y a plusieurs pistes, etc. Et même dans les personnages, il y a un petit côté comme ça, des moments de violence qui surgissent, très brefs, très... Bon, alors voilà, je ne saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, j'ai eu un flash sur Lynch. C'est chouette, j'aime beaucoup. Merci. Mais je te rejoins un petit peu. En fait, je me suis même demandé si on ne pouvait pas le commencer, parce qu'en fait, comme il est cyclique, que le dernier personnage renvoie à 0, on pourrait l'ouvrir de n'importe quelle personne. Oui, et puis on lit du milieu, on lit des 3/4, on lit. Enfin, il y a vraiment ce cycle-là. Oui, ce serait juste pour les notes où des fois il y a des renvois à des notes précédentes. Oui. Là, pour les demi-jambes, on coincerait. Moi, s'il n'y a que les demi-jambes qui coincent. Est-ce qu'il y a... Oui, tout au fond.
Oui, alors, bon, c'est justement ce que je disais au tout début. J'ai vraiment eu envie d'écrire. À la base, j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose qui serait plus de l'ordre de la poésie que du roman. Et donc, je me suis dit, j'écris un peu en vers libre. C'est pourquoi la ponctuation est un peu bizarre. C'était drôle quand on a fait les corrections, d'ailleurs. Parce qu'il y avait plein de choses. Non, mais là, il faut pas un temps présent, ça va pas. Bah oui, mais il le faut quand même. Et là, il faudrait plutôt un point. Oui, mais non, en fait. Donc, j'ai été très très chiante avec ce bouquin, parce que mes partis pris m'obligeaient à prendre certaines libertés avec l'orthodoxie littéraire. Par contre, il y a pas mal de points-virgules, et ça, j'aime bien. Ouais, j'adore les points-virgules et les tirés, c'est vraiment mon truc. J'aime bien plein de trucs qui sont considérés comme pas littéraires, comme par exemple les participes présents, tout ça, j'adore. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois pas. Non. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous tous d'être venus si nombreux, ça fait vraiment très plaisir.